un temps où effectivement ils étaient très proches, du temps du Shah, etc. Il y avait une entente assez cordiale et plus que cordiale entre Israéliens et Iraniens, en tout cas dans les régimes respectifs. Et puis est arrivé depuis 1979 la République islamique d'Iran, l'Ayatollah Khomeini, aujourd'hui Khamenei. Et demain, quoi ? Eh bien, on va en parler justement avec Alexandre Delval. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, faut-il le rappeler, vous avez écrit plusieurs livres très importants, d'ailleurs à chaque fois on vous a reçu et toujours avec plaisir. Le Merci. Plus récent étant Vers un choc global aux éditions de l'Artilleur. Alors Alexandre Delval, on voit aujourd'hui les médias du matin au soir, du soir au matin, comme d'habitude, et c'est normal, retrace ce qui se passe depuis, effectivement, vendredi, où il y a eu cette espèce d'attaque surprise pour les Iraniens, préparée depuis des années par les Israéliens, avec cette espèce de frappe chirurgicale un peu partout, avec, effectivement, les missiles qui tombent aujourd'hui sur Tel Aviv, comme les Israéliens qui ont, effectivement, apparemment le champ libre dans les airs sur toute la partie ouest de l'Iran, et jusqu'à Netanyahou qui dit voilà, nos soldats sont effectivement en train de survoler Téhéran et le resteront. Alors Alexandre Delval, est-ce qu'on est passé effectivement à on a franchi un cap avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient? Oui, mais le cap a été franchi le 7 octobre. Alors, je m'explique. Oui. Je fais pas sans faire d'émotionnel, le carnage, quelque chose d'inouï depuis la Shoah, en mettant de côté cette partie-là, bien sûr, importante, humaine. Oui. Le 7 octobre a consisté, de la part du Hamas, à entraîner l'Iran dans une guerre qu'il ne voulait pas. Je sais que tout le monde ne le dit pas, mais c'est évident. L'Iran n'avait aucun intérêt à la destruction de ses proxys les plus capables de harceler la population israélienne avec des centaines de milliers de missiles, c'est plutôt des roquettes, tout simplement pour une raison de proximité. Les proxys qui portent bien leur nom les plus proches, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, ont été plus que abîmés, et l'une de leurs bases qui leur permet d'être ravitaillés, la Syrie, est tombée par effet de ricochet. Donc le Hamas a entraîné le Hezbollah, prisonnier de son discours existentiel qui n'existe que parce que il y a un ennemi israélien. Et le problème du Hamas et du Hezbollah, c'est que si Israël leur tape pas dessus, ils n'ont plus de raison d'être. Parce que les deux sont contre les populations majoritaires et contre les structures majoritaires. Pardon, Alexandre Delval, juste un mot, c'est important. Vous êtes persuadé, vous, en tout cas, c'est votre avis, parce que certains disent, non, l'opération d'octobre 2023, du 7 octobre, a été commanditée par l'Iran, en tout cas, a été impulsée par l'Iran, vous dites absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que l'Iran aidait le Hamas, des gens comme Sinwar, bien sûr, avait même été nommé avec l'autorisation de l'Iran, mais le Hamas a une autonomie qui a été sous-estimée par tous les analystes, puisqu'il est un mouvement sunnite, frères musulmans, très lié au Koweït, à la Malaisie, mais surtout au Qatar. Donc il avait un agenda propre, et surtout la branche militaire n'avait pas les mêmes objectifs que la branche politique, qui était dans les salons au Qatar, et la branche militaire a décidé d'aller beaucoup plus loin que ce que les Iraniens soupçonnaient. Et c'est ça qui a entraîné les Iraniens dans quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Mettez-vous à la place de l'Iran. C'est mathématique, la géopolitique. Je veux le programme nucléaire et balistique. Ouais. J'ai des proxys qui harcèlent Israël et qui pourraient faire pleuvoir, mais vraiment une pluie énorme de missiles, de roquettes pendant des mois. Rappelez-vous, 2007, pendant quelques semaines, Israël était asphyxié économiquement. Moi, je m'étais rendu à Haïfa et à la frontière à Metula. Il y avait personne dans les rues. C'est-à-dire que Israël ne pourrait pas tenir une pluie de roquettes pendant 6 mois, 1 an, de la part de proxys trop alimentés. Ça veut dire quoi? Pour empêcher l'Iran d'avoir le programme nucléaire et balistique à point, il fallait premièrement éliminer ou amoindrir le Hezbollah et le Hamas, faire tomber la Syrie qui était une plateforme qui alimentait le Hamas et le Hezbollah et vice-versa. Et ensuite, il était plus facile
paradoxalement d'attaquer ce qu'ils appellent la pieuvre ou la tête du serpent, c'est-à-dire le soi-disant commanditaire, l'Iran, qui du coup se retrouve sans ses proxys. Et l'Iran, sans ses proxys, a la moitié de sa capacité de nuisance. Il ne peut plus nuire existentiellement à Israël, puisqu'Israël est débarrassé de cette perspective qui est un cauchemar d'avoir 3 ou 4 fronts en même temps. Bien et sûr. c'est pour ça que depuis qu'Israël s'est débarrassé grâce, j'allais dire grâce entre guillemets, c'était horrible le 7 octobre. Je ne suis pas complotiste, je dis pas que ça a été voulu comme certains l'ont dit, parce que vous savez, en géopolitique, il y a la complexité, puis il y a les complotistes qui disent Bien si sûr, ça profite. bien sûr. Eux qui l'ont fait, ils l'ont pas fait, mais ils ont profité d'une énorme erreur pour justifier une destruction des 2 proxys. Et maintenant, je l'avais annoncé et j'avais aucun mérite, c'est évident, ils allaient s'en prendre à la tête du serpent une fois les proxys amoindris. C'est ce qui est en train de se passer. On est loin d'une guerre régionale. Je ne suis pas spécialement inquiet. Les capitales arabes sont autant dans les faits pro-israéliennes que les rues sont pro-Hamas. C'est inversement proportionnel et la Jordanie aide à détruire d'ailleurs des attaques de missiles. L'Arabie Saoudite donne des informations. L'Égypte est très content qu'on se débarrasse de l'axe de la résistance chiite. Et on l'a vu, pardon Alexandre Delval, c'est intéressant, on l'a vu comment l'Égypte a accueilli ceux qui venaient, vous savez, les marcheurs sur Gaza, qui voulaient rejoindre Rafah par Gaza. Ils les ont envoyés, ils les ont expulsés de manière, je dois dire, assez brutale, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui. Ouais. Moi, je me rappelle d'un entretien avec le grand imam d'El-Azhar, la plus haute autorité sunnite, qui n'est pourtant pas un tendre, et avec le Premier ministre il y a 2 ans, et il nous avait dit « Vous êtes fous !» vous, de laisser s'exprimer, de laisser se répandre des organisations proches du Hamas, puisque les frères musulmans ont toujours été proches du Hamas. D'ailleurs, ils collectent de l'argent en Europe pour alimenter le Hamas. Ça, on ne le dit pas. Hein. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de capitales arabes sont beaucoup moins pro-palestiniennes au sens pro-Hamas que l'Europe. Les capitales européennes. Oui, non, c'est assez étrange. Et alors, justement, continuons, Alexandre Delval. Donc, en fait, ce qu'on assiste, vous dites, les capitales arabes, ne parlons pas de la rue arabe, etc., mais les capitales arabes observent tout cela et quelquefois ne sont pas mécontentes qu'on fasse, aller entre guillemets, le sale boulot à leur place. Et on l'a vu d'ailleurs au Liban et ailleurs. Est-ce que, à votre avis, vu ce qui se passe, je vous demande pas évidemment de faire des prédictions, mais actuellement, il y a cette guerre donc où Israël essaye de couper effectivement un certain nombre de bases logistiques, etc. Et puis évidemment les bases nucléaires et évidemment l'économie. Est-ce qu'à votre avis, la perspective, non pas d'un changement de régime, mais de quelque chose qui peut bouger en Iran est envisageable ou pas du tout? Ou c'est encore du ressort de l'utopie? Alors, justement, moi je crois en l'interactivité. Tout dépend si l'opération israélienne atteint ses buts comme prévu, qui sont de détruire le programme nucléaire et balistique et une grande partie de l'élite. Est-ce qu'ils peuvent le faire sans avoir les bombes? Est-ce qu'ils peuvent le faire sans avoir les bombes américaines, les fameuses bombes qui peuvent aller à 800 mètres sous terre? Vous savez, les bombes. Ils peuvent le faire en partie, comme on l'a vu à Natanz, dont le programme est pratiquement éradiqué. Mais quand on n'a pas les bombes les plus perfectionnées qui permettent d'aller jusqu'à 90 mètres sous terre. Oui. Et qu'on n'a que des bombes, entre guillemets, qui ne permettent de perforer que jusqu'à 12 ou 15 mètres, eh bien là, il faut en envoyer beaucoup sur la même cible. On a rarement exactement la même cible au millimètre près. Bien donc sûr. C'est ce qui a déjà été fait. Il y a eu des radiations, donc ça a déjà été touché. Mais par exemple, à Fordo, c'est enterré beaucoup plus profondément. Donc je pense que le programme nucléaire va être retardé, il va être endommagé, mais il ne sera pas rendu impossible. Par contre, les capacités balistiques, c'est quand même très important, vont être en grande partie éliminées. Et c'est ça la grande question. Est-ce qu'Israël va monter contre elle l'opposition par réflexe nationaliste qui finirait par être moins favorable au changement de régime s'il y a trop de civils touchés, s'il y a trop d'infrastructures civiles ou de civils touchés dans la capitale ou ailleurs, ou si l'opération reste assez chirurgicale, donc le contraire de Gaza, est-ce que l'opposition va continuer à avoir la légitimité de souhaiter
un renversement de régime, et c'est pas le cas de toute l'opposition. Comme vous le savez, il y a le Parti constitutionnaliste d'Iran, libéral-démocrate, le CPI, il y a le Front national d'Iran, c'est les anciens de Mossadegh, il y a les fameux Moudjahidines du peuple, qui sont aussi totalitaires que le régime, mais qui sont en bisbille depuis quelques années après l'arrivée de Khomeini. Oui. On a aussi des mouvements ethniques, azéris, bien entendu, qu'Israël connaît bien, avec le partenaire azéri de l'Azerbaïdjan libre. On a aussi des mouvements kurdes, mais assez minoritaires. On a toute une série de mouvances de l'opposition armée ou purement politique. Alors il y a aussi le Shah d'Iran, mais qui représente pas grand-chose. Et il en est conscient du coup. Du coup, il se présente comme un fédérateur des oppositions en prétendant qu'il serait que président par intérim et qu'il ne serait pas roi s'il y avait une réussite de l'opposition. Il essaie de fédérer tout ça. Et je pense que tout dépendra de l'évolution de ce conflit. Il était prévu pour 7 à 10 jours. Il risque de durer de 15 à 3 semaines. Et la deuxième grande question, c'est les Iraniens. Ont-ils seulement 2000 missiles balistiques ou ont-ils, comme le disent certains, entre 20 et 30 000 ? Certains experts disent qu'ils auraient 10 fois plus que ce que l'on a communément admis. Il est vrai que l'Iran a sacrifié beaucoup de secteurs de son armée au profit d'une concentration sur la fabrique industrielle de drones qu'elle a fournis aux Russes, mais aussi de missiles, y compris de missiles balistiques. Et on a été étonné de voir, il n'y a pas très longtemps, il y a ces jours-ci, que même des missiles hypersoniques sont en possession des Iraniens, on ne sait pas combien, et qui vont plus vite que les missiles hypersoniques chinois. Ça veut dire qu'ils ont acquis une vraie spécificité sur la production de missiles balistiques, parce que s'ils sont sûrs d'avoir du nucléaire, le problème c'est le vecteur. Et comme il y a 3 ou 4 couches de défense antiaérienne en Israël, et pas uniquement le dôme de fer, il y a aussi les Patriots, il y a aussi le système THAAD. Arrow et tout ça, oui. Et donc, si vous voulez, il faut saturer. Pour saturer celui qui a une bonne défense antiaérienne, il faut produire de manière industrielle plein de missiles. Et c'est ce qu'a fait l'Iran depuis des années. Donc là, on a une question, et je pense que peu d'experts ont la réponse pour l'instant. Oui, vous voulez dire qu'on ne sait absolument pas le chiffre même approximatif de missiles que possède réellement l'Iran. Alors on parle. Regardez sur Internet, ou même avec l'IA, ou même regardant les experts qui s'expriment sur tous les plateaux en ce moment, ils vous disent entre 2000 et 3000 missiles balistiques. Ok, si on compte que les balistiques, pas les missiles classiques. Mais d'autres experts, moins de plateaux, mais que j'ai pu retrouver, affirment qu'on serait à peu près à 10 fois plus. Alors qui a raison? C'est peut-être entre les deux, mais même s'ils en ont que 10 000, ce que dit Pierre de Jong, qui est un des plus sérieux parmi ceux qui passent sur les plateaux. Tout à fait. On est d'accord. Jusqu'à 10 000. Donc là, 10 000, ça serait autre chose. S'ils n'ont que 2000 missiles, dans une semaine, ils sont à court de missiles s'ils en envoient 100 à 200 par jour. Mais s'ils en ont 10 000, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et est-ce qu'Israël aura le relais américain? Voilà ce qu'il faut, pas uniquement pour vous avez raison. C'est aussi la question. Alors, restez avec nous, Alexandre Delval, et restez avec nous, auditeurs résistants Sud Radio, parce qu'on va parler aussi des conséquences économiques. Actuellement, Israël est en train de bombarder des installations pétrolières ou gazières. On va en parler. Qu'est-ce que ça donne et surtout, quelles conséquences on peut avoir pour nous en Europe? On est avec Alexandre Delval. C'est passionnant. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Alexandre Delval, avec le géopolitologue, pour parler justement de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Et on a esquissé avec lui, il a esquissé un certain nombre de perspectives. Effectivement, ça dépend des armements de chacun respectif, évidemment, et qui tiendra le plus longtemps et le mieux. Mais justement, Alexandre Delval, je voudrais qu'on aborde deux choses. D'abord, les perspectives économiques. Est-ce que l'arme qui consiste à bombarder les installations pétrolières ou gazières, comme Israël a commencé à le faire en Iran. Est-ce que effectivement l'économie iranienne, elle se porte comment? Est-ce qu'elle peut être atteinte par ça? Est-ce que ça peut jouer dans la perspective de ce que nous assistons actuellement? Alors, l'Iran a menacé de bloquer le détroit d'Ormuz. Ça va être difficile puisque
70% du pétrole passe par cette zone, y compris le pétrole de beaucoup de pays du Golfe. Ensuite, la Chine, à elle seule, achète une grande partie de ce pétrole iranien. Donc la Chine a plutôt intérêt à ce que ça se calme. C'est comme pour la mer Rouge. Ce que l'on sait, c'est que le pétrole peut aller jusqu'à $100 le baril assez rapidement. Rappelez-vous, il était descendu à 55 il y a quelques jours. Les Occidentaux se félicitaient qu'on allait mettre à genoux la Russie grâce au pétrole pas cher. Oui. Parce que voilà, moi je disais, attendez, soyez très prudents. On disait pareil pendant le Covid, il y aurait plus de consommation de pétrole, fallait même plus acheter. Moi je disais, il va remonter. Et là, il est remonté déjà quelques jours plus tard. Il a pris plus de $20 et on le voit aller bientôt à $90. Oui. Donc c'est une aubaine pour la Russie, avant même de parler de l'Union européenne. Pour la Russie, c'est une aubaine parce que vous savez que les dernières propositions de sanctions européennes, c'était de faire un plafond non plus à 60 mais à $45 du pétrole pour ruiner la Russie. Oui, oui. Or, on n'a jamais réussi à appliquer le plafond parce que c'est compliqué. L'Inde et la Chine n'ont jamais respecté d'ailleurs les sanctions. Et là, le plafond, il va encore plus sauter. C'est inversement ce que on pourrait dire, parce que oui. le prix du pétrole va augmenter. Donc le rabais russe sera toujours intéressant par rapport à un pétrole qui va être très haut. Ça veut dire quoi pour nous? Ça va être encore le renchérissement du coût de l'énergie. Ça va se traduire à la pompe tôt ou tard, parce que l'État, il va pas nous faire un cadeau en baissant les taxes qui représentent plus de 80% du prix de l'essence. De l'essence à la pompe. En gros, pour résumer, l'horreur pour l'Europe qui est déjà ruinée par la guerre en Ukraine et la fin du gazoduc, puisque le gaz liquide par bateau est 3 ou 4 fois plus cher que le gaz par gazoduc. Et deuxièmement, maintenant, c'est pas le gaz, c'est le pétrole qui va flamber, alors qu'on annonçait de manière très arrogante qu'il allait être durablement bas et que pour ennuyer les Russes. Ça se passe pas du tout comme beaucoup de plans, comme on le croyait. Parce qu'il y a un imprévu qui est une aubaine pour Poutine, c'est cette guerre au Moyen-Orient. D'ailleurs, il se propose maintenant en honest broker et en négociateur, un peu comme Erdogan, qui redore son blason. Pour lui. On voit que Erdogan et Poutine se proposent d'être les médiateurs et les hommes de bonne volonté. Écoutez, pourquoi pas. Mais pour revenir à l'Iran, Alexandre Delval, est-ce que l'Iran elle-même, puisque effectivement elle fournit, comme vous dites, toi qu'à la Chine, énormément de son pétrole, son gaz, est-ce qu'elle peut être touchée, je dirais, économiquement, ou en fait les Chinois vont quand même limiter les dégâts? Je parle du point de vue économique. Alors, elle peut être touchée économiquement, mais alors là, le danger, parce qu'une opération est toujours possible, mais il faut toujours voir la conséquence. Oui. Si les installations gazières et pétrolières iraniennes sont durablement touchées, voire mises hors d'état de nuire, hors service, ça peut déclencher en Iran l'option maximaliste que l'Iran ne veut pas, parce que l'Iran n'a aucun intérêt. Elle est très ennuyée par cette guerre. L'Iran ne voulait absolument pas une guerre directe à Israël avant d'avoir fait la démonstration qu'elle a une sanctuarisation par le feu atomique. Donc c'est quelque chose qui était très nuisible pour elle. D'ailleurs, les Américains et les Israéliens se sont entendus. Starkey Hutch, le gentil, le méchant, pour endormir les Iraniens, il y avait une feinte avec une proposition. C'était vraiment le good cop, bad cop. Pendant que Trump leur disait oui mais on va négocier, etc. Les autres se préparaient, quoi. On n'a pas de certitude en géopolitique, bien sûr. Des scénarios, mais moi je pense que c'est quand même assez gros nous faire croire qu'ils n'étaient pas du tout d'accord, que l'un a totalement entraîné l'autre. Il y a un peu de ça, mais il y a aussi une complicité. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans mon article de Valeurs hier, ça correspond à la stratégie de Trump, la paix par la force. Et ça tombe bien, il n'a même pas besoin d'utiliser le big stick, le bâton. C'est Israël qui le fait à sa place. Et lui, il joue en parrain. Tu voyais, moi j'aurais pu te protéger. Là, je peux si tu mets pas de la bonne volonté, il y a un mec qui va te pulvériser. Il est encore temps de signer un traité. Voilà ce que dit Trump. C'est fantastique pour Trump et pour Poutine, pour les deux. Pour les deux, ça va être une occasion. Trump, pour appliquer sa négociation à la dure, il y aura le chaos si tu signes pas. Et là, l'avantage, c'est pas moi qui donne le chaos. Et pour Poutine, on l'a déjà dit. Donc, je pense qu'ils se sont entendus. Et effectivement, si c'est le cas, si l'Iran est bombardé dans ses infrastructures stratégiques et s'il ne peut plus exporter valablement ces 2 millions de barils par jour, notamment vers la Chine, alors là, c'est ruinant, même s'il y a toujours des voies terrestres alternatives. Mais ce serait très compliqué. Et là, l'Iran pourrait aller très très loin pour envoyer, par exemple, non plus 100,
Mais imaginez si l'Iran envoie 600 missiles le même jour. Vous avez vu, il y en a quelques dizaines qui passent. Ah bah oui, il y en a quelques centaines qui passent. Ferait des dégâts, oui. On imagine les dégâts. Et là, ce serait quelque chose qui serait hors contrôle. C'était pas prévu dans l'opération israélienne. Et vous dites très bien, effectivement, Alexandre Delval, ce qui ressort de ce que vous dites, c'est qu'on déclenche des guerres, mais après on ne sait pas comment ça se passait. Et malheureusement, certes, le pire n'est pas toujours sûr, mais on ne peut pas l'écarter. Il peut y avoir effectivement un dérapage massif de ce point de vue-là, quoi. Il peut y avoir un dérapage massif, mais l'Iran, il y a deux théories. Certains experts qu'on ne voit pas sur les plateaux, mais que j'ai consultés, qui font que ça depuis 30 ans, affirment. Alors, certains que j'ai consultés, d'autres que j'ai vus sur des émissions aux États-Unis, notamment un grand ingénieur de la MIT, affirment que l'Iran aurait déjà 2 ou 3 bombes, qu'il faut juste les coller sur un vecteur. D'autres théories disent que ce serait exagéré, que ce serait une intox qui passerait même parfois par des experts, et qu'en fait, l'Iran serait bombardé avant qu'il puisse arriver à cela. Ouais. Certains disent dans 2 semaines, mais ça fait quand même 2 ans qu'on nous dit dans 2 semaines. Ça fait 2 ans qu'on nous dit c'est imminent, donc on voit bien qu'il y a une part de bluff. On ne sait pas vraiment, mais c'est vrai que pour Israël, c'est assez existentiel, et l'objectif d'Israël n'est pas la destruction du régime. Ça, c'est un objectif qui serait annexe. C'est comme la Russie. Au début, elle veut protéger des Russes dans le Donbass. Après, ça devient autre chose, bien sûr. Et après, on change parce que c'est l'interactivité. Tu fais ça, agit en faisant ça. Donc là, les objectifs peuvent évoluer, mais pour l'instant, c'est amoindrir un programme nucléaire et balistique, mais aussi décapiter les chaînes de commandement et les chaînes de renseignement, ce qui a déjà été commencé. L'opération est assez bien réussie. Les Iraniens ne maîtrisent plus leur ciel. Le problème, ce sont ces missiles balistiques, puisqu'on ne connaît pas le nombre. Alors, juste une question pour le spécialiste que vous êtes. Et la dernière question sera, on va revenir à l'Europe. Mais comment expliquez-vous? Alors on a dit oui, ça fait des années. Comment expliquez-vous quand même que le Mossad, je parle du premier soir, du premier jour, alors on a vu les présidents avec Ismail Haniyeh du Hamas qui avait été annihilé dans un appartement effectivement au cœur de Téhéran ou à côté. Comment vous expliquez quand même cette extraordinaire avancée du renseignement, de savoir l'appartement de tel des gardiens de la Révolution, les champs, les drones fonctionnant de l'intérieur même du territoire iranien? Comment on arrive à ce degré de sophistication? Parce que ça, quel que soit ce qu'on peut penser qu'Israël est le plus grand agresseur du monde et vice-versa, comment on arrive à ce point de, s'il y a eu des Iraniens, comment on arrive à ce que Mossad, je dirais, colonise une partie de l'appareil dirigeant iranien? En fait, tout simplement, c'est parce que le Shah d'Iran, finalement, il est tombé il n'y a pas extrêmement longtemps. Il y a encore des gens qui ont la soixantaine et qui étaient des partisans d'Israël et qui travaillaient dans les structures de sécurité et les forces armées iraniennes à l'époque de la chute du Shah. Et donc, il y a beaucoup d'Iraniens qui sont des enfants de militaires ou d'espions qui eux-mêmes ont été récupérés par l'espionnage israélien, Hamas, Mossad et autres. Et en fait, on a eu une énorme coopération entre Amérique, Israël et Iran depuis très très longtemps jusqu'à 1979, et beaucoup d'agents étaient dormants, ou leurs enfants, parce que souvent on a des gens qui héritent. Voilà, on a souvent des gens qui héritent du statut un peu de leurs parents. Ils sont connus par les services, on connaît leur famille. Parfois, les pères ont vraiment transmis leur flambeau. Et donc, on a des gens qui sont depuis très longtemps des agents dormants du Mossad et de Haman en Iran. Et il y a beaucoup d'Iraniens, il y a beaucoup aussi d'Iraniens qui sont juifs et qui ont émigré aux États-Unis. Il y a qui sont pas forcément devenus israéliens et qui ont réussi à se fondre, à revenir sur le territoire iranien ces 30 dernières années, sans forcément être repérés comme juifs, parce que ce sont des Iraniens à tous les effets, et beaucoup de noms sont à la fois portés par des chrétiens arméniens iraniens ou assyro-chaldéens, par des musulmans et par des juifs. On a des noms de famille qui sont portés par les 3 religions, c'est comme au Liban. Bien sûr. D'ailleurs, donc si vous voulez, c'est un pays qui a
et je le répète, contrairement aux Arabes, il y avait une extrême proximité entre, même depuis l'Antiquité, entre le peuple juif et la nation iranienne. Et donc, c'était plus facile à infiltrer que certaines sociétés bédouines arabes fondées sur le sang arabe et les lignées arabes. Les Perses, c'est autre chose. Et effectivement, la lignée, la civilisation n'ont rien à voir. Dernière question, Alexandre Delval, pour ce tour d'horizon. On en fera d'autres avec vous, j'espère. En fait, on a commencé à parler de l'Europe. Mais alors, comme d'habitude, et comme pour la guerre russo-ukrainienne, l'Europe se retrouve gros gens comme devant. C'est-à-dire que l'Europe, qui ne va jouer aucun rôle là-dedans, puisque, comme vous le savez, notre président de la République bien-aimé était au Groenland, où effectivement, c'était totalement le moment d'y aller, parce que tout se passait au Groenland, bien sûr. L'Europe, alors, quid de l'Europe comme d'habitude, elle va regarder, elle va encaisser et elle va être cocu, battue et contente? Je ne sais pas si c'est la même configuration que l'Ukraine où elle était le dindon de la farce, mais elle est suiviste et elle est solidaire. Elle est solidaire de l'alliance avec Israël. En parole, pour avoir l'électorat musulman, les Starmer, les Macron et les premiers ministres de pays comme l'Espagne font du palestinisme à fond depuis le 7 octobre, depuis les représailles suite au 7 octobre. Mais dès qu'Israël est en danger, je dis pas que c'est bien ou mal, c'est un constat purement géopolitique, il y a quand même une solidarité. Les Anglais, les Français ont également des bases dans les pays du Golfe. Nous, c'est les Émirats. On a aussi beaucoup de structures, tous les Occidentaux en Jordanie, des coopérations avec pratiquement tous les pays du Golfe, même le vilain méchant, même le vilain petit Qatar, et donc, si vous voulez, l'Europe est quand même présente pour tout ce qui est renseignement, appui, mais aussi parfois système de détection, participation à des antimissiles, à des interceptions de missiles, et on voit le rôle de la Jordanie qui a toujours été un bastion. C'est vrai, mais économiquement, vous l'avez dit déjà, on va se retrouver quand même dans peut-être pas la position la plus aisée, c'est le moins que l'on puisse dire. Ah oui, il est certain que le grand drame de l'Europe, c'est de ne pas avoir une énergie autochtone, domestique, de ne pas avoir assez investi dans la transition énergétique, ce qui fait qu'on n'est même pas en avance là-dessus. On donne des leçons au monde entier avec des Greta Thunberg, avec son écharpe palestinienne, etc. Mais en fait, ça va pas très loin. La Chine est en avance sur nous, c'est quand même le comble dans la transition énergétique écologique, dans le vert, dans les voitures qui n'ont pas de moteur combustible, dans le photovoltaïque, dans pratiquement tout. Même les Américains, les États fédérés sont en avance sur certains domaines, certains États. Donc l'Europe affiche un super écologisme. Elle a juste plombé ses propres industries automobiles avec l'interdiction à venir du moteur à combustible thermique, 2035. Et en plus, comme on s'est privé de la seule énergie fossile qui n'était pas chère et qui était écologique, c'était le gazoduc en provenance de Russie. On est assez bête, par contre, pour avoir gardé le gaz russe, mais par bateau. Ce qui montre notre bêtise, quand même, que c'est même pas moral. C'est même pas qu'on s'est privé de tout le gaz russe parce qu'on serait... on s'est privé uniquement du gaz russe, écolo et pas cher. On est vraiment, d'un point de vue énergétique, le dindon de la farce, et donc on importe d'États très charmants, comme le Qatar, comme l'Algérie, comme bien sûr. Et on est dépendant. Merci beaucoup, Alexandre Delval. On va suivre tout cela et merci d'avoir donné ces éclaircissements, vous voyez, et on va suivre évidemment. À tout de suite.